Chapitre 26 Mort paisible et survie. Les derniers jours de l'estatique de la Fraudée s'écoulent dans la plus grande simplicité. Après sa communion du 14 février 1941, elle est particulièrement heureuse et fait écrire par 2 fois à Mademoiselle Imbert de venir la voir sans tarder. En même temps, elle demande à Mademoiselle Naudet, qui ne la quitte plus, d'avertir sa nièce, Angèle Guiton, qu'il va y avoir un deuil dans la famille. On s'imagine qu'il s'agit de sa sœur Jeanne, et l'on ose à peine informer la nièce de la mort prochaine de sa mère. L'ultime chemin de croix est du 21 février 1941. Elle reste 20 minutes debout, exsangue, les lèvres agitées, d'un léger tremblement. Mademoiselle Imbert la voit pour la dernière fois, le 24 février. Elle est assise dans le fauteuil de la cuisine, un peu à droite du foyer, vêtue de noir, avec sa petite coiffe blanche. Le corps est exténué, tassé, mais elle ne s'appuie pas. Sa tête, fine, se redresse, encore pour accueillir son amie. Sa tête, siège d'une énergie que le Seigneur a soutenue, d'une vitalité accrue, de tous les dons de la vie mystique. Elle sourit. « Que je suis heureuse de vous voir, » répète-t-elle. Marie-Julie tombe malade 2 jours plus tard, le 26 février, mercredi des Cendres. Après une nuit sans repos, le médecin appelé déclare qu'il s'agit d'un état grippal. Le dimanche 2 mars, elle reste levée de 8h à 16h. Elle participe à la récitation du chapelet des Saintes Plaies. On insinue que peut-être elle va guérir. « Je ne demande pas à guérir, dit-elle. » Le lundi 3 mars, l'état s'est sensiblement aggravé. À 10h30, la malade demande à se coucher. Elle quitte le fauteuil de la cuisine et se dirige, sans même un regard jeté en arrière, sans un mot de regret, sans une plainte, vers la cellule où doit s'accomplir l'acte mystérieux de la rencontre définitive avec son bien-aimé. Elle va une dernière fois s'étendre sur le bûcher de la croix. Elle a compris que c'est pour y mourir. Acte simple en soi, qui doit pour elle couronner une vie de martyr. Dans la matinée, mademoiselle Corbineau reçoit commission d'avertir le curé de Blain qu'il aille voir sa malade à la Fraudée. Malheureusement, on n'a rien dit de l'extrême urgence. L'abbé Maurice déclare « Puisque ce n'est pas la nièce qui vient me prévenir, ce ne doit pas être pressé. On verra au retour de la réunion à Bouvron. » Au début de l'après-midi, on retourne à la cure. Le vicaire, l'abbé Secrétin, répond « Pour toute autre personne, je monterai immédiatement, mais pour Marie-Julie, c'est monsieur le curé. Il ne tardera pas à rentrer. » Dans l'intervalle, la malade s'enfonce dans une somnolence entrecoupée de différentes paroles. « Il servira bien, le bon Dieu. Il ira au ciel. » Elle répond à une demande faite 2 mois plus tôt par un homme qui désirait savoir si le Seigneur a oublié ses erreurs et s'il lui ouvrira un jour son ciel. Elle laisse échapper ces phrases. « Vous vous en tirerez, comme vous pourrez. Vive le Seigneur, la Sainte Vierge, Notre-Dame. » C'est bon d'être avec les amis de la Sainte Vierge. Mademoiselle Naudet lui dit « N'oubliez pas, Marie-Julie, que vous avez été un trait d'union entre le ciel et la terre, entre Dieu et les âmes. » Silence profond de la malade. Puis, dans un souffle, à mi-voix, elle répond « Oui, oui, un trait d'union qui ne s'effacera jamais. » Et comme ultime testament à Mademoiselle Naudet,
qui lui demande de ne pas oublier là-haut. Elle fait cette promesse: « Je vous enverrai de belles croix d'or. » Ce fut sans doute sa dernière parole. Quand vers 6 heures du soir, l'abbé Maurice arrive pour lui administrer le sacrement des malades, elle est déjà dans le coma. Désormais, elle gardera les yeux mi-clos en direction de l'image du Sacré-Cœur qui est au pied de son lit. La tête inclinée légèrement sur la droite, elle ne fera plus aucun mouvement. Vers 10h25, le lendemain, mardi 4 mars 1941, on observe quelques petits souffles espacés, quelques mouvements des lèvres, elle expirait. Le long noviciat de la jeune fille de la Frodé prenait fin. Il avait duré au-delà de toute attente. Il s'était enfin levé, le jour tant attendu de la profession au ciel. Quand on fit la toilette funèbre pour la revêtir, selon son désir, de la robe des filles de saint François, on constata qu'elle avait le pied gauche incliné sur le pied droit, comme le Christ sur la croix. Morte, habillée, enfouie, dans son habit de tertiaire, remarque Berthe Trivière, Marie-Julie disparaissait sur son lit. Sépulture. Malgré la guerre, la presse s'émut quelque peu de l'humble événement de la mort d'une paysanne bretonne de 91 ans. La radio l'annonça, celle de la zone libre seulement. La plupart des journaux signalèrent laconiquement sa disparition. Paris Soir, journal allemand, 100% en parla succinctement, mais décemment. Seuls des grands quotidiens nationaux, le Petit Parisien, développa l'événement et envoya un rapport spécial. Comme le chauffeur de taxi qui l'amena ignorait tout de la Frodé, un confrère, conducteur d'autocar, l'apostropha. « Ben, d'où que tu sors? Tu ne connais point la Sainte de Blain? J'y ai mené, avant la guerre, des Hollandais, des Allemands, des Anglais, des Belges, pour la contempler. » L'abbé Maurice se répond à l'envoyé de l'Ouest éclair. « Marie-Julie est pour moi une paroissienne comme les autres. Puisque vous me demandez mon avis, le mieux est de ne point parler d'elle. On sait que nul n'est prophète dans son pays, surtout pour son curé. » Cependant, le défilé s'organise autour de la couche funèbre. Alertés, les amis arrivent de tous côtés, autant que le permettent les possibilités de déplacement en temps de guerre. Berthe Trivière s'étonne que Jeanne, la sœur de Marie-Julie, admettait difficilement qu'elle fût réellement morte. Elle lui prenait les mains et faisait remarquer que le cadavre avait conservé sa souplesse. Le docteur Schoeffs, muni à titre de médecin, d'un peu d'essence, put arriver avant la mise en bière. Il nous a redit sa surprise de ce que le corps de Marie-Julie avait, jusqu'à ce moment, gardé l'entière souplesse de ses membres. Chose plus étonnante, on nous affirme que le cadavre conserva pendant 75 heures une relative chaleur. Il ne commença à refroidir que le vendredi dans l'après-midi. Marie-Julie était morte dans la matinée du mardi précédent. La sépulture eut lieu le samedi, à 14 heures, la stigmatisée n'eut point de messe. Elle qui pourtant avait parlé avec tant de pénétration de la grandeur du prêtre à l'autel. Le journaliste de Saint-Nazaire n'a pas manqué de venir aux obsèques. Il arrive à la Frodé après la mise en bière. Aujourd'hui, 8 mars 1941, écrit-il, j'ai franchi une dernière fois le vieux seuil attristé
par la présence toute proche du corbillard des pauvres. Dans la grande salle commune, des hommes, des femmes, les yeux rougis, le chapelet au doigt, prient à haute voix. Parmi eux, je reconnais mademoiselle Imbert, sur qui les 7 dernières années et le chagrin semblent peser lourdement. La porte vitrée est ouverte sur la petite cellule blanche où l'image de Notre-Dame de Lourdes, éclairée par la flamme vacillante de 2 bougies, semble, elle aussi, en prière. Le lit est vide, où le corps léger n'a même pas laissé son empreinte. Marie-Julie repose dans le cercueil étroit, sous le drap noir, constellé de gouttelettes brillantes d'eau bénite. Ce cercueil de chêne, avec croix en relief, a été offert par ses amis. Monsieur Petit en a fait l'achat pour 150 francs. La levée du corps a été faite par l'abbé Segretin, vicaire à Blain. C'est sous une pluie battante et un vent de rafale, par des chemins noyés, entre les haies noires, où flambe pourtant l'or nouveau des ajoncs en fleurs, que le silencieux cortège franchit les 3 kilomètres qui séparent la Frodé de Blain. Aucune gerbe sur le cercueil, et les aubépines refusent de fleurir à son passage. Après une indisposition de Marie-Julie, sa secrétaire mademoiselle Thibault lui avait dit par plaisanterie « Vous avez été bien fatigué. Quel dommage que vous n'ayez pas voulu nous quitter. En cette saison, il eût été merveilleux de voir les aubépines fleurir au passage de votre cercueil. » « Tas de fous, répliqua Marie-Julie. La foule venue pour les obsèques fut assez considérable, étant donné la tempête et les difficultés de la guerre. Des Blinois nous ont affirmé, pourtant, que leurs compatriotes ne se dérangèrent pas tellement. Nous connaissons de fervents amis de Marie-Julie qui ne purent venir malgré leur désir, n'ayant qu'une bicyclette comme moyen de déplacement. Ils ne pouvaient parcourir une 20aine de kilomètres dans ces rafales de vent. Le cortège monta par la route de la Milté, ponctuée à l'abri des haies, de journalistes qui attendaient pour le photographier. À l'église de Blain, l'office funèbre fut présidé par l'abbé Maurice. Que pouvait-il penser, à ce moment, de sa paroissienne? « Il ne me comprend pas, disait-elle, mais il me laisse faire. » Le sanctuaire dépouillé par le carême et le jour en grisaille qui filtrait par les vitraux, tout redisait l'humilité, le dépouillement, l'effacement. On avait pensé déposer le cercueil à même la terre, mais le Seigneur en décida autrement. La fosse n'étant qu'une piscine remplie jusqu'à ras-bord, on plaça le corps provisoirement au dépositoire du cimetière. La fosse préparée tarda à se vider. Dans l'intervalle, madame Héruel de Chassenon, ayant obtenu devant la tombe provisoire une faveur pour son fils, résolut en reconnaissance de faire construire à ses frais un petit caveau tenant le cercueil à seulement 20 centimètres de profondeur. Ce n'est que le 17 mars 1941 qu'eut lieu l'inhumation définitive en présence d'Antoinette Imbert-Courbayeur, de mademoiselle Naudet-Langlois, de mademoiselle Trouillet, d'Angèle Guiton et de madame Desmas, petite-fille de madame Grégoire. Une pieuse pensée fit jeter, à ce moment, dans le sépulcre, de l'eau bénite et 5 camélias, 3 rouges et 2 blancs, symbole des 5 plaies. La survie. Peut-on parler de survie de Marie-Julie dans un monde qui ne l'a guère acceptée? Partagera-t-elle définitivement le sort de sa compatriote bretonne?
dont elle disait dans l'extase du 3 septembre 1875 « Magdeleine Maurice, mon bien-aimé lui a fait porter ses stigmates. Magdeleine Maurice, délaissée au fond d'un tombeau, porta les plaies de mon bien-aimé pendant 3 années, morte oubliée dans la tombe. Ressuscitez-la, mon bien-aimé. » Quand nous avons été conduits par des circonstances bien simples, mais que nous connaissons maintenant providentielles, à écrire les premières pages de ce livre, nous ne savions trop que penser. Puis tout s'est éclairé en quelques mois. Tout s'achève sur une quasi-certitude. Les libertés nouvelles offertes par le Concile nous permettent de faire paraître cette biographie sous notre propre responsabilité. L'Église n'est engagée en rien par ce que nous disons, mais notre conviction personnelle est désormais bien établie. Pour l'honneur de la foule, de ses ennemis, prêtres ou laïcs, nous avions presque espéré trouver dans la vie de Marie-Julie des raisons aux attaques invraisemblables dont elle fut l'objet. Le peu que nous en avons trouvé n'était que ragots évidents ou interprétations abusives. Oserons-nous évoquer en sa faveur un fait d'ordre strictement personnel, un prodige lié à l'achèvement de ce travail et au choix de l'éditeur? Beaucoup de ceux à qui nous l'avons décrit nous ont considérés d'un regard d'incrédulité et même de commisération. Mais qu'importe, que les amis de Marie-Julie, pour qui nous écrivons, se réconfortent. Elle est vraie la parole du Seigneur à sa fidèle épouse. Je planterai sur cette Bretagne un soleil magnifique. Nous avons constaté de nos yeux que le Seigneur n'avait pas dit cela seulement au sens figuré. Nous en avons été, avec confusion, le témoin ravi et prodigieusement surpris. Évidemment, d'excellents chrétiens et de bons prêtres ne daigneront pas même ouvrir ce livre dès qu'ils en soupçonneront le contenu. C'est leur droit. La foi pure et dépouillée de toute intervention mystique leur suffit. Tant mieux pour eux. Le Seigneur a bien tort de se déranger pour nous. Il savait l'inefficacité de son action, il s'est dérangé tout de même. Il avait bien ses raisons. Il ne nous appartient pas de les sonder, mais seulement de les soupçonner. Pour l'instant, la fraudée demeure dans l'humilité d'un profond tombeau. Ce n'était pas imprévu. D'une lettre à la signature malheureusement illisible, datée du 8 janvier 1954, nous extrayons ce passage. Merci des nouvelles que vous nous donnez de Blain et de la fraudée. Pauvre sainte chaumière, qui a vu et entendu de si belles choses. Dans quel état de délabrement te laisse-t-on? Je n'en suis pas surprise. Marie-Julie m'a dit elle-même un jour, « Ma petite sœur, après moi, tout disparaîtra. » Mais une lettre datée de Mulhouse du 22 juillet 1945 et signée H. et M. Moss donne un son plus réconfortant. Padre Pio a dit un jour à la personne qui, en son temps, s'occupait des affaires de Marie-Julie, sa mission à elle est une mission secrète. Elle vit comme une violette à l'ombre pour briller un jour, d'autant plus de brillant qu'elle a longtemps vécu à l'ombre. Madame Petit a continué quelque temps d'habiter la Chaumière. En mai 1941, les habitants de la Fraudée lui demandèrent d'y faire le mois de Marie. Toute heureuse, elle plaça sur la table qui fait face à la porte d'entrée la statue de Notre-Dame de Lourdes de la cellule. Elle l'encadra de fleurs et disposa par terre un tapis de pétales. Elle plaça également sur la maie la statue de Notre-Dame de Bonne-Garde et l'orna aussi de fleurs. Tout le village, y compris les hommes, vint y prier chaque soir
après les travaux. On y vint des hameaux voisins. Le dimanche 18 mai, il y avait 30 personnes, humble prémisse d'un pèlerinage qui doit reprendre et s'amplifier. Après le départ de Madame Petit, le mobilier a peu à peu disparu. Mais nous savons que tout n'est pas définitivement perdu. Les objets et des meubles sont en sécurité dans l'attente de la reconstitution. Quelques amis fidèles sont revenus de temps à autre. Il fallait prendre la clé chez la nièce à Blain. Nous avons rencontré une personne âgée qui est revenue plusieurs fois à la cellule, accompagnée d'une amie maintenant décédée. Par 2 fois, elles ont entendu des coups sous le plancher, et la voix bien reconnaissable de Marie-Julie faisait à leurs oreilles « Ouh » sur le mode joyeux qu'elle employait parfois pour les héler. Hélas, les coups ne pourraient plus retentir sous un plancher qui est pourri. En mars 1971, nous avons pu nous frayer un passage à travers les ronces jusqu'à la fenêtre de la cellule, et, par un carreau cassé, nous avons contemplé un spectacle désolant. L'eau affleurait à l'emplacement du lit, devenu un marécage. Quelqu'un nous a même dit « il se forme là une source ». Le 17 février 1962, Mademoiselle Trouillet écrivait à Monsieur Besnus. Nous approchons de l'anniversaire de la mort de Marie-Julie, et j'aime ce trait d'union avec elle et le passé. J'ai eu la visite de Madame Valentin et de son mari. Nous sommes allés voir la chaumière, que la réparation du toit et la réfection des murs à l'extérieur conservent encore, mais l'intérieur est triste. Il a tellement plu cet hiver. La vieille Jeanne est morte le 5 juin dernier. Sa fille Angèle est toujours à Blain. Si les réparations ont conservé le gros œuvre, elles ont défiguré la maison, au grand chagrin de certains amis de Marie-Julie. Et tout sera à reprendre, la toiture en particulier. Pourra-t-on jamais retrouver le lucé? Il faut aussi une clé à la frauder, afin de permettre aux visiteurs d'entrer et de ne pas les obliger à enjamber la fenêtre de la cellule. Nous avons enfin découvert la maison natale de Coyolte, transformée récemment en garage. La porte d'entrée élargie et surmontée d'un auvent des plus disgracieux. La fenêtre subsiste, la cheminée privée de son manteau reste encore noircie de l'antique suie. La poutre maîtresse du plafond paraît garder toute sa solidité. La mare, dans laquelle tomba la turbulente petite Marie, vient d'être comblée. Au cimetière de Blain, le tombeau est harmonieux de forme et de proportion. Il est en pierre grise et polie, dominé à la tête par une modeste croix de fer. Il est orné de fleurs en plastique dont le soleil a mangé les couleurs. Aucun Blinois n'a donc la pensée, une fois ou l'autre, de porter à la plus célèbre de ses compatriotes un petit bouquet de ces chères fleurs des champs. Le tombeau se situe au centre du cimetière, à 20 mètres à l'arrière de la grande croix, et à droite, quand on la regarde, au 3e ou 4e rang. Voici que notre histoire s'achève. Pour nous, mais pas pour Marie-Julie, Jenny. Pour elle, sa véritable mission pourrait bien ne faire que commencer. Sa vie n'a-t-elle pas tout été tendue vers un avenir non encore réalisé, et dont elle est, sans doute, la plus grande prophétesse? Sa mission, une mission de redressement du courant qu'elle a trop bien décrit dans ses extases. Son message se situe en pleine actualité. Maison Saint-Eugène, le 23 mars 1971.